Bon, la semaine dernière, j'avais hinté qu'on allait parler cette semaine de Shigehime. Enfin, j'avais fait plus que hinté, d'ailleurs, j'avais dit qu'on parlerait de ça. Finalement, on va pas le faire, parce que, en fait, j'ai pas grand-chose à dire sur ce manga, qui est assez mauvais. J'espérais trouver un angle d'analyse, un peu pour parler des œuvres mauvaises, quoi, justement. J'ai pas vraiment trouvé. J'exclus pas qu'on en parle un jour, mais là, je le sentais pas, quoi. Voilà, Shigehime est un très mauvais manga, c'est tout ce que je peux vous dire. On va parler plutôt d'un bon manga, ça me paraissait peut-être plus utile finalement. Le bon manga en question, il est là, c'est un one-shot qui s'appelle Joyeux Démon. Joyeux Démon, donc one-shot de Sakumo Okada, édité tout court, en France par Atelier Akatombo il y a très peu de temps. Atelier Akatombo, c'est un éditeur dont on avait déjà parlé pas mal de fois, même assez récemment pour Helter Skelter. C'était eux qui avaient sorti ça, qui avaient ressorti ça. Ça, pour le coup, c'est une réédition il y a quelques temps. C'est un éditeur qui commence à faire sa place en France, qu'on peut ranger un petit peu à côté des éditions Naban, par exemple, ou des éditions du Lézard Noir. Ce genre d'éditeur un peu exigeant et éclectique, et j'ai envie de dire. Voilà, ils sont un peu arrangés là-dedans. Il publie aussi originalité par rapport aux autres éditeurs, il publie aussi des romans à côté, donc c'est intéressant à voir. Faudrait vraiment, je sais que je l'ai déjà dit dans la vidéo sur Helter Skelter justement, faudrait vraiment que je regarde un peu ce qui sort en roman, j'en ai toujours pas lu de ce qu'ils ont sorti. Là, en tout cas, c'est eux qui ont sorti Joyeux Démon. Je les rapprochais de Naban à juste titre, je pense, parce que Sakumo Okada, l'auteur de Joyeux Démon, est aussi l'auteur d'un autre manga dont on a parlé récemment, qui est Mazarian, manga que j'avais beaucoup aimé en 3 tomes, qui lui était publié chez Naban, qui a été publié l'année dernière. C'est un manga dont on avait déjà parlé, je vous renvoie à la vidéo. Vraiment que j'avais trouvé très chouette, très intéressant. Et moi, j'aime bien. D'ailleurs, vous avez dû le voir sur la. Pardon, il y a eu un petit bug d'enregistrement. Je disais, Mazarian, vous avez dû le constater sur la chaîne, que j'aimais bien suivre des auteurs. Quand je m'intéresse à un auteur de manga, ou même en littérature, c'est pareil, ou dans le cinéma, j'aime bien un peu regarder tout ce qu'il a fait. J'avais la même chose même dès le lycée, quand j'étais beaucoup dans le punk rock, dans le métal. Quand un groupe m'intéressait, généralement avec leur dernier album, l'album qui faisait actualité à ce moment-là, j'avais vraiment cette envie d'aller voir les précédents albums, d'écouter même les démos, d'avoir tous les titres disponibles. Et j'ai un peu pareil en littérature et en manga. C'est pour ça que sur ma chaîne, il y a souvent des auteurs qui reviennent, dont on va parler plusieurs fois, parce que j'ai vraiment ce truc de me dire que finalement l'œuvre d'un auteur, euh, plus que chaque manga séparé, c'est vraiment sa bibliographie entière. C'est ça qui forme un peu l'arbre duquel chaque manga est une branche, quoi. Alors il y a des branches plus ou moins importantes. C'est sûr que si on parle de Urasawa, par exemple, ben oui, une branche comme Monster ou 20th Century Boys est plus importante que, je sais pas, Yawara. Et encore, ça se discute parce que Yawara a été très important au Japon. Bref, on va pas parler d'Urasawa, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment j'ai ce truc de, j'aime bien aller voir ce qui est disponible de l'auteur quand je l'aime, évidemment. Si j'aime pas un auteur, je vais pas non plus creuser toute sa bibliographie, mais ouais, je trouve ça intéressant de voir dans quel contexte artistique tel ou tel manga se fait. Et en fait, Joyeux Démon, c'est intéressant de voir que c'est le même auteur de Mazarian, de commencer à identifier quels sont ses thèmes, quelles sont les thématiques et l'esthétique qui dirige un peu son œuvre. Et pour ça, il faut plusieurs éléments. Avoir un seul manga, finalement, ne nous dit pas grand-chose sur l'auteur. Ça nous dit quelque chose sur le manga en question, mais pas sur l'œuvre de l'auteur de manière générale. Pour ça, il faut en avoir plusieurs à mettre en relation. Donc Joyeux Démon m'a beaucoup intéressé pour ça. Je fais vraiment beaucoup de blabla en intro, on n'a toujours pas parlé du manga. On va toujours pas en parler parce qu'il y a un petit détail dont il faut quand même parler, c'est que c'est un one-shot de 200 pages, très classique, format classique, vraiment le manga de base, qui coûte 14,06 €, voire 14,80 € pour le prix éditeur. Ça, c'était le prix adhérent, le prix... j'ai ma carte de fidélité à la boutique MCBD à Paris. Voilà, donc j'ai payé ce prix-là. Mais le vrai prix, c'est 14,80 €. Ce qui est une dinguerie. Les éditeurs, vous êtes en train de devenir fous. Je suis d'accord que c'est la crise, que c'est l'inflation. Il y a eu la crise du papier il y a 1 an ou 2. Mais là, c'est plus possible, en fait. On va plus pouvoir vous suivre.
€. C'est ce prix, alors je l'ai découvert à la caisse en plus. Ils m'ont prévenu, hein, MCBD. C'est attention parce qu'il coûte cher, mais j'avais déjà pris le manga, il était déjà posé, prêt à être payé. J'ai pas osé dire que finalement je le prenais pas. Et je regrette pas parce que le manga est bien, mais le prix, enfin, c'est un prix très excessif. Très très excessif. Encore une fois, là le manga, il est format ultra classique. Hein. Vous voyez par rapport à Helter Skelter, qui lui est un grand format. Joyeux Démon, on est sur le format de base des mangas que vous achetez en magasin. Et Helter Skelter, alors combien il vendait? Mais vous voyez, Helter Skelter, il vendait 17,80. C'est le même éditeur. Hein. 17,80, 14,06 pour Joyeux Démon, qui est plus court, plus petit. C'est plus court, plus petit, et en plus d'un auteur très inconnu pour le coup. Il y a les gens qui ont lu Mazarian comme moi, mais on n'est pas très nombreux, faut pas mentir. Vraiment, Helter Skelter, c'était un peu un manga culte. Là, je sais pas pourquoi ils ont mis ce prix-là, quoi. Je comprends pas qui, à Atelier Akatombo, s'est dit que c'était une bonne idée, 14,80, pardon, pour ce manga. Il faut en parler, c'est impossible à passer sous silence. Je peux pas faire une critique du manga sans parler de ça. C'est l'éléphant dans la pièce, comme on dit. Maintenant, parlons quand même un petit peu du manga, après avoir fait 6 minutes de blabla intégral sur tout et n'importe quoi. C'est un manga donc d'histoire courte, recueil d'histoire courte, il y en a une dizaine, je pense. Il y en a très exactement 7, qui sont sur des yokai. Alors, les yokai, c'est un peu les esprits, les créatures du folklore japonais. On regroupe un peu sous le terme yokai tout un tas de choses qui n'ont pas forcément énormément de rapport entre elles. Ça peut autant être des fantômes que des animaux légendaires, des choses comme ça. Et là, chaque histoire va s'intéresser à un yokai bien précis. Par exemple, là, c'est la loutre, comment ils appellent ça? La belette faucille, pardon. La belette faucille, qui est une espèce d'animal légendaire qui s'attaque aux pieds, voilà. Et qui là est représenté vraiment de manière réaliste, comme une belette avec une faucille, quoi. Et il y a toute une problématique derrière. En fait, évidemment, les histoires de yokai vont servir à l'auteur, à Sakumo Okada, à exprimer des métaphores en fait sociales. Là, c'est sur un couple qui va mal. C'est une belette faucille, enfin un couple de belettes faucilles qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Et ça torture beaucoup le mâle. Il y a beaucoup de scènes de cul, si je puis dire, dans cette première histoire, mais qui sont des scènes de cul entre belettes, hein, donc pas vraiment de la pornographie, mais c'est assez marrant. Le dessin est très très réaliste sur ces scènes-là. Donc voilà, ça va être des métaphores. Là, le deuxième, alors je sais pas exactement quel yokai c'est, mais c'est un genre d'homme-singe, si je puis dire. Là, je vais allumer la lumière. Est-ce qu'on verra mieux si j'allume ça? Parce que je trouve les pages un peu sombres. Ça ne change pas grand-chose, j'ai l'impression. Mais bon. La deuxième, ouais, c'est sur une espèce d'homme-singe qui peut lire les pensées et qui est à l'école. Et en fait, là aussi, ça le torture. Parce qu'en fait, il lit les pensées les plus sombres des gens, qui ne s'exprime pas forcément en acte, mais en fait, il a accès aux pensées perverses, aux pensées obsessives de tous les gens qui l'entourent, notamment de son prof qui est là. Et ça pose des vraies questions, parce que ces pensées-là ne sont pas exprimées. Le prof est un bon prof qui écoute l'élève, qui essaye de l'aider dans son problème et tout ça. Et le fait qu'il ait des pensées sombres, en fait, on en a tous des pensées comme ça. Et ça pose la question de, est-ce que ça fait de nous des mauvaises personnes pour autant si on ne transforme pas ces pensées en actes? Donc c'est des questions quand même intéressantes, quand même assez profondes. Là, c'est sur les kappas. On a déjà parlé des kappas à plusieurs reprises. C'est une créature du folklore japonais qui est assez connue, qui a un peu un homme tortue comme ça, qui a un rapport à l'eau. Et là, pareil, c'est sur le racisme. Il y a un des kappas qui ne ressemble pas aux autres. Donc ça pose plein de questions aux autres kappas. Il trouve une arme et il va se passer des choses. Je vous passe les détails, hein, évidemment. Là, on fait un peu un tour. Il y a cette histoire-là qui est très, très chouette aussi sur la dépression, sur un chat boîte qui ne veut plus sortir d'une boîte et qui va se transformer à l'intérieur, qui va se transformer en créature comme ça, un chat monstre, pardon, pas un chat boîte. Et les autres chats essayent de l'aider à sortir de la boîte, qui est un peu la raison pour laquelle il se transforme. Et donc, on est sur un truc qui parle en fait de dépression, qui parle de d'ikikomori, vous savez, le phénomène japonais, alors qui existe partout, hein, c'est pas que au Japon, mais de gens qui ne veulent plus sortir de chez eux. Donc ça parle un peu de tout ça, et ça en parle vraiment avec une certaine finesse, une certaine profondeur, assez étonnante en fait, pour un manga comme ça, qui parle de monstres aussi, quoi. Là, il y a une... je sais pas, celui-là, je sais pas quel yokai exactement c'est, mais c'est une espèce de femme démon des montagnes qui, là, ça parle de féminisme. Et pareil, ça en parle avec une certaine profondeur qui est un peu étonnante.
parce que c'est des histoires très courtes, hein, qui font 20 pages. Et en 20 pages, en fait, Sakumo Okada arrive à faire, d'une certaine façon, pas le tour d'un sujet, mais à bien l'empacter et à vraiment en parler en profondeur. Et là, ça parle de patriarcat, de culture du viol aussi, de comment le viol peut être accepté dans certaines petites sociétés, parce que l'homme est puissant, voilà. Donc, elle se présente, en fait, à la mairie, pour diriger ce village des montagnes, et essayer de mettre à mal le patriarcat. Donc ça, on a cette histoire-là. On a cette histoire-là qui est assez folle aussi. Il y a des effets de style dans celle-là, qui est sur cette créature-là qui a une lanterne à la place de la tête et qui va raconter à son petit-fils ses souvenirs liés à la guerre. Et alors, hop, liés à la guerre et liés aussi à un massacre, enfin à plusieurs massacres de Coréens qui ont eu lieu au Japon. Qui sont des faits historiques. Il y a un gros racisme. Il y a eu, je pense qu'il y a encore un peu aujourd'hui, mais il y a eu historiquement un très gros racisme des Japonais envers les Coréens, qui les voyaient, les Japonais voyaient les Coréens comme des envahisseurs, des gens arriérés, sales, cause de tous les problèmes du Japon, voilà. Et en fait, cet homme lanterne et son petit-fils sont d'origine coréenne, et l'homme lanterne, avant d'être un homme lanterne, a vécu les massacres de Coréens et va en parler avec des effets de style dans cette histoire. C'est une histoire très très dure, hein, qui parle de racisme, mais plus que de racisme en fait, de massacres xénophobes, quoi, pas de génocide parce que les Coréens n'ont pas été génocidés, mais ouais, de massacres racistes. Ça fait écho à plusieurs choses qui se passent en ce moment. Voilà, on pense à Gaza. Et il y a vraiment des effets de style assez impressionnants dans cette histoire-là, notamment ces pages-là qui prennent des extraits de témoignages et de livres historiques et qui racontent, à chaque bulle, ça raconte une exaction contre les Coréens, un meurtre de Coréens, un massacre, et ça dure comme ça plusieurs pages, et le personnage de plus en plus petit dans les pages, qui disparaît même au bout d'un moment, et les bulles comme ça se continuent, des témoignages sur le massacre des Coréens, avec ce bzzz à la fin qui apparaît, et qui sont les mouches au-dessus d'un charnier. Et je trouve ces pages assez magnifiques. Là, on est sur de la BD marquante, quand même. Moi, c'est quelques pages. C'est l'histoire qui m'a le plus marqué, hein, très clairement. Et je trouve que graphiquement, et dans ce qu'elle raconte, elle est assez majestueuse. Il y a un vrai truc. Donc voilà, on a cette histoire-là aussi. Et on a la dernière histoire, qui s'appelle Joyeux démon, et qui va lier toutes les histoires entre elles dans un hôpital psychiatrique. Je vous en dis pas trop, mais c'est la dernière histoire du recueil, et on va se rendre compte qu'en fait toutes les histoires sont un peu liées, à part une, en fait, je crois qu'il y en a qu'une qui est pas liée, et ça m'a créé une vraie frustration. Je vérifie s'il y en a une ou deux. Il y en a peut-être deux qui sont les premières. Je vérifie ça. Mais oui, en tout cas, la toute première, c'est sûr, la belette faucille n'est pas dans la dernière histoire. J'étais un peu frustré pour la belette. Et je crois que celle-là, je suis pas sûr que celle-là y soit non plus. L'homme singe. J'ai un petit doute en fait sur l'homme singe. J'essaye de le retrouver. Je suis pas sûr. Bon, c'est pas grave. Il y a quand même une faucille. On voit une faucille à un moment. Voilà. Donc peut-être que c'est elle. Et en tout cas, mais oui, c'est sûr que c'est elle. Je viens de comprendre un truc. Parce que là, on voit un mec dans l'hôpital psychiatrique qui utilise une fossile, et il y a sa copine à côté. Et les bulles nous disent des histoires d'amour entre patients sont OK, en montrant ces patients-là. Et donc oui, c'est sûr, c'est le couple de belettes fossiles. Ok, ça va, je suis content, ils y sont. Et donc oui, c'est une histoire finale qui réunit un peu toutes les histoires et qui donne presque envie. On pourrait presque se dire ça pourrait devenir une série, parce que je vous laisse la surprise, elle est vraiment bizarre, l'histoire finale. On se met à douter de la réalité de ce qu'on nous a raconté. Enfin, il y a beaucoup de théories possibles sur ce qui se passe dans cette dernière histoire. Voilà. Je vous en dis pas plus. Mais en tout cas, c'est un recueil, moi, que j'ai beaucoup aimé. Mais vraiment beaucoup. Que j'ai trouvé d'une profondeur dans les thèmes abordés et dans la manière dont ils sont abordés, qui est très juste, très fine. Comme je disais, on est sur des histoires très courtes, hein, d'une vingtaine de pages, quelque chose comme ça. Un peu plus, plutôt une trentaine. Ça doit être ça, à peu près une trentaine de pages, mais ça reste extrêmement court. Et pourtant, je trouve que Sakumo Okada a vraiment réussi à capter des sujets, à en parler avec une finesse, avec une c'est pas unilatéral, quoi. Il voit plusieurs faces du problème,
Et en plus, avec ces métaphores de monstres, qui pourtant sont un truc dont je commence pas à me lasser, mais j'ai l'impression que j'ai un peu fait le tour dans ma tête de ce qu'il y a à dire là-dessus. C'est-à-dire, oui, on sait, les histoires d'horreur, les histoires de monstres, le monstre est quasiment tout le temps une métaphore de quelque chose. Et en fait, ça devient un truc où, bon, ben, une fois qu'on a trouvé que Alien, c'est la métaphore du viol, et ainsi de suite, Dracula aussi, la métaphore du viol, les vampires, c'est beaucoup ça. Mais voilà, il y a un truc de, bon, ben, on a la métaphore du monstre, le garou, c'est nos pensées sombres qui s'expriment. On a l'impression que ça se limite à ça. Et en fait, d'une certaine façon, j'aimerais bien réussir à trouver des, mais il y en a plein, hein, surtout dans le manga, des œuvres avec des créatures, des monstres, et qui soient presque premier degré. Genre, il n'y a pas de métaphore à trouver, c'est juste des monstres. Et il y a des trucs, il y a quelque chose rafraîchissant à ça. Là, dans Joyeux Démon, clairement, on est sur des métaphores, mais qui sont tellement bien faites, tellement fines, et tellement avouées aussi. C'est-à-dire, il n'y a aucun doute, je parlais de cette histoire qui m'avait pas mal touché sur le chat dépressif qui sort plus de sa boîte. C'est évident que c'est une métaphore de la dépression. Genre, vous pouvez pas passer à côté. C'est assez verbeux, les histoires de Sakumo Okada. Il y a pas mal de textes, mais c'est quand même vivant. Je dis il y a pas mal de textes, ça dépend des histoires en fait. Par exemple, celle-là, c'est pas non plus un texte de ouf, l'histoire des Kappas, mais qui est très bien aussi, hein, vraiment, l'histoire des Kappas. Mais donc ouais, vous passez pas à côté des métaphores. Donc d'une certaine façon, c'est tellement avoué que ça en donne une autre grille de lecture aussi. Où en fait, voilà, vous savez de quoi ça parle et faut apprécier la finesse avec laquelle Sakumo Okada a œuvré sur ce recueil. C'est vraiment un auteur que j'ai envie de continuer à suivre. Son dessin est assez particulier, on l'a vu. Il y a un côté très réaliste à certaines cases, ou presque, notamment les cases animalières, hein, comme je disais. La première histoire sur la belette fossile, c'est vraiment, il a dessiné des vraies belettes, il les a pas humanisées. C'est assez intéressant, je trouve, comme approche. Les créatures sont dessinées vraiment avec un grand soin, un soin presque je sais pas comment on dit, les personnes qui dessinent des animaux, zoo-artistiques. Mais pareil pour les chats, quoi, ils sont dessinés de manière très réaliste, tous les chats de cette histoire-là. Il y a des planches comme ça, sur le Kappa, là, qui rencontre une baleine, qui est très belle aussi, quoi. Et voilà, et je pense que j'ai fait à peu près le tour. C'est vraiment un très chouette recueil, et cette histoire-là, qui s'appelle, le titre de l'histoire est... Tac, 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 La lumière chassée. La lumière chassée, c'est un petit chef-d'œuvre. On est sur une petite performance d'artiste qui est quand même pas dégueulasse. Là, Sakumo Okada, il s'inscrit dans un truc qui est vraiment pas mal, qui est assez impressionnant, quoi, sur cette histoire-là. Je vous la conseille vraiment, je vous conseille vraiment le recueil, ne serait-ce que pour ça, mais tout le recueil est vraiment chouette, et notamment grâce à cette fin qui lie tous les récits entre eux, et qui est suivi de quelques pages d'explication de Sakumo Okada, qui revient sur chaque récit, sur pourquoi il a écrit ça, dans quel contexte éditorial, voilà. C'est toujours intéressant d'avoir ça dans les recueils d'histoires courtes. Voilà, donc ce one-shot qui est à la fois un recueil d'histoires courtes, comme je dis, et en même temps un one-shot en termes d'histoire, vu qu'il y a ce dernier chapitre qui lie narrativement toutes les histoires, qui sont de toute façon liées thématiquement par l'utilisation des yokai. C'est vraiment très bien, mais c'est vraiment très à 14,80 €. Merci Atelier Akatombo. J'imagine qu'il y a des prérogatives économiques, que vous n'avez pas mis ce prix-là complètement par hasard, que vous étiez peut-être obligé, entre guillemets, par les réalités de fabrication et tout ça. Mais quand même, là, c'est très très cher. Je pense que c'est pas un très bon choix éditorial que de faire ça. Moi, je me suis retrouvé à l'acheter, mais il y aura pas grand monde qui l'achètera à ce prix-là. Sakumo Okada, pas grand monde connaît. Et puis, de toute façon, 15 € pour un manga à format normal. Vous auriez au moins dû faire la douille habituelle de tous les éditeurs, qui est de le passer au format de luxe. Tous les éditeurs font ça pour justifier leur prix. C'est une justification très partielle, parce qu'en fait, comme je l'avais déjà expliqué de nombreuses fois, les éditions de luxe justifient une hausse de prix, logiquement, il y a plus de papier, mais ça justifie pas une hausse de prix de 10 €, comme c'est souvent le cas. Là, au moins, vous auriez dû faire cette douille-là. Là, vous avez même pas fait ça, c'est un manga format normal, ça va être très dur à faire passer, je pense. Malheureusement, je pense que très peu de gens vont acheter Joyeux Démon. C'est dommage, c'est un très bon manga, mais je comprends les gens en question. Je vous dis à la semaine prochaine, merci à tous. On va filmer Ronnie, qui n'est pas à sa place habituelle du canapé.
Il a joué avec sa balle depuis tout à l'heure. Merci à tous, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt. Ciao.